plupart des organisations islamistes, pas uniquement Daesh, mais aussi Al-Qaïda et d'autres organisations, même à Gaza. Les chrétiens pro-palestiniens sont souvent très naïfs lorsqu'ils croient que le Hamas ne s'en prend qu'aux juifs sionistes. Le Hamas a réduit la proportion de chrétiens à presque zéro aujourd'hui. Donc c'est cette solution finale des chrétiens, c'est en Turquie, c'est au Moyen-Orient, on l'a vu aussi en Irak. Depuis l'invasion américaine de l'Irak, les islamistes ont utilisé le fait que les chrétiens d'Orient aient la même religion que les Occidentaux pour diaboliser ces pauvres chrétiens d'Orient qui en fait souvent étaient proches des nationalistes arabes et qui n'étaient pas du tout complices des guerres américaines ou occidentales. Mais toute la propagande aujourd'hui des islamistes, mais aussi de certains nationalistes dans des pays musulmans, consiste à faire croire que tous les chrétiens autochtones seraient des agents des Américains, et s'ils sont des agents des Américains, voire même des judéo-croisés et des sionistes et des Israéliens. Cette propagande abjecte, en plus totalement fausse. Je répète, les chrétiens d'Orient, en général, les chrétiens des églises orientales, les coptes d'Égypte ou les assyro-chaldéens et autres, en général, sont plutôt proches des régimes nationalistes arabes. En Syrie, d'ailleurs, les chrétiens sont totalement proches de Bachar al-Assad. En Irak, ils étaient proches du régime de Saddam Hussein, et en aucun cas on peut réduire les chrétiens d'Orient à des agents des miliciens et des armées occidentales croisées, protestantes, américaines, qui sont venues déstabiliser cette région du monde. En aucun cas on peut faire ce parallélisme. On sait très bien que c'est faux. Donc c'est une propagande absolument abjecte, obscène, mensongère, propagandiste, complotiste, bouc émissariste, qui vise en fait à justifier moralement, religieusement, politiquement, une véritable solution finale de toutes les chrétientés, non seulement d'Orient et du Moyen-Orient, après l'éradication des chrétientés de Turquie, qui n'existe presque plus. En Turquie, on n'a pas plus de 90 000 chrétiens en tout, en comptant les Grecs, les Assyro-Chaldéens et les quelques Arméniens, alors qu'il y en avait plusieurs millions au début du XXe siècle. Mais là, cette propagande, cette volonté de solution finale, d'en finir avec les chrétientés de tout le Moyen-Orient, elle s'est répandue aussi, cette idée, en Afrique. En Afrique noire, aujourd'hui, il y a une très très grande mode, une très très grande adhésion à cette idée selon laquelle le chrétien, même s'il est autochtone, même s'il est là avant le musulman, notamment en Afrique de l'Est, il y avait des chrétientés il y avait des chrétiens en Afrique depuis le début de la chrétienté, c'est-à-dire 6 siècles avant même l'existence de l'islam. Les chrétiens étaient là bien avant les musulmans, mais la propagande fait croire que finalement les chrétientés seraient tous des espèces de produits d'un prosélytisme croisé occidental, impérialiste et colonialiste, et il faudrait en finir avec eux. Ce serait l'équivalent des sionistes, des juifs, des francs-maçons. C'est la fameuse théorie du complot judéo-maçonnique appliquée aux chrétiens. Finalement, les chrétiens ont pris la place des juifs comme bouc émissaire principal, puisque les chrétiens ont la même religion que l'Occident croisé, même si en fait l'Occident est de moins en moins chrétien, mais ça, on ne s'embarrasse pas de complexité et de réalisme, mais on fait passer les chrétiens d'Orient et d'Afrique comme des simples complices des chrétiens d'Occident. La religion de l'impérialiste, la religion du blanc honni, la religion de l'européen, du judéo-croisé détesté. Et cette solution finale des chrétiens, elle a quand même été à l'origine du massacre, du génocide, hélas non reconnu par l'ONU, de 1 million de chrétiens au sud du Soudan. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de chrétiens sont massacrés au Nigeria par les mouvements islamistes Boko Haram et autres, mais pas que, mais aussi le gouvernement du Nigeria, les différents gouvernements du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, les États fédérés musulmans du Nigeria, déjà depuis les années 90, persécutent les chrétiens en imposant la charia, y compris aux chrétiens. Le Nigeria, pour rappel, il est à moitié musulman, à moitié chrétien, et depuis des années déjà, il y a une persécution des chrétiens qui avait inauguré finalement le massacre des chrétiens. En général, un massacre, une solution génocidaire, n'est que le fruit d'un enseignement de la haine qui a commencé légalement. Au Nigeria, c'est légalement par l'introduction de la charia dans 11 États musulmans du Nigeria qu'a commencé cette vague de haine et cette volonté d'en finir avec les chrétientés que l'on doit soumettre, convertir ou tuer. On pourrait parler aussi du Burkina Faso, du Mali, où les rares chrétiens sont pris pour cible régulièrement, les églises sont agressées et prises pour cible régulièrement dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, également dans la République centrafricaine où l'Occident n'a pas bougé
pour sauver les chrétiens massacrés par des hordes, par des clans et des tribus islamistes qui venaient du Soudan, du Tchad et des pays voisins, dans une véritable logique de razzia. On a aussi le phénomène Peul islamiste qui s'en prend en allant toujours vers le sud, en fuyant le réchauffement climatique, les peuples nomades islamistes nostalgiques des vieux califats passés en Afrique de l'Ouest, qui progressent vers le sud et qui s'en prennent aux sédentaires chrétiens ou musulmans non Peul. Donc on a un phénomène massif de poussée islamiste du nord vers le sud en Afrique qui s'en prend pas que aux chrétiens, mais de manière privilégiée aux chrétiens. Donc Moyen-Orient, Turquie, Proche-Orient, Égypte aussi, où les chrétiens, malgré la bonne volonté de M. Sisi de les protéger, les chrétiens sont systématiquement pris pour cible sous tous les régimes depuis à peu près les années 70, depuis la fin du nasserisme et la réislamisation de l'Égypte, lorsque les frères musulmans sont revenus du Golfe. Ils ont longtemps été interdits dans les années 70-80, notamment sous Anwar el-Sadat. Les islamistes sont revenus en Égypte et ont repris le contrôle de l'éducation, ils ont infiltré le gouvernement et ils ont lancé cette idée selon laquelle les Coptes égyptiens, pourtant héritiers des premiers Égyptiens, puisque c'est le langage des chrétiens d'Égypte, copte, eh bien on retrouve des hiéroglyphes. C'est grâce aux chrétiens d'Égypte qu'on a pu déchiffrer les hiéroglyphes pour vous montrer à quel point les Coptes d'Égypte sont les autochtones. Ils sont les héritiers des grandes civilisations qui étaient là bien avant l'islam. Et pourtant, la propagande des frères musulmans et d'autres islamistes en Égypte, depuis des décennies, consiste à faire passer le chrétien copte égyptien comme une anomalie, un agent de l'Occident, ce qui est assez incroyable. C'est comme pour les Turcs chrétiens ou les Irakiens ou les Syriens chrétiens, faire passer les héritiers des grandes civilisations égyptiennes ou assyriennes christianisées 6 siècles avant même l'existence de l'islam, les faire passer pour l'équivalent des agents de l'étranger, c'est assez incroyable, alors qu'ils sont la mémoire vivante des peuples autochtones qui étaient là bien avant la poussée des invasions arabes et bien avant l'islamisation. Donc pour conclure, je vous ai parlé de tout cela parce que la commémoration du premier génocide du XXe siècle qui a inspiré le génocide des Juifs par les nazis, elle est très importante puisque aujourd'hui, elle est encore à l'œuvre. Par ceux qui nient ce génocide, par ceux qui continuent à accuser les chrétiens, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les chrétiens d'Orient, d'être finalement responsables de ce qui leur est arrivé. Parce qu'en fait, quand on nie un génocide, de manière active, comme le fait la Turquie aujourd'hui, eh bien finalement, c'est une façon d'en être complice et de continuer symboliquement à tuer les victimes une seconde fois. Et enfin, en conclusion de la conclusion, je pense qu'il faut être juste et il faut rappeler le rôle extraordinaire qu'ont joué à l'époque les populations arabes du Liban et de Syrie, qui accueillèrent le gros des victimes du génocide arménien qui avaient réussi à fuir les massacres en traversant un désert par des souffrances absolument horribles. Encore aujourd'hui, les communautés arméniennes au Liban et en Syrie sont assez prospères, sont en général relativement en bons termes avec les régimes en place et ont toujours été acceptés par les populations, bien que gardant leurs spécificités, leurs écoles et en parlant à la fois arabe et l'arménien. J'ai rencontré personnellement les communautés arméniennes en Syrie et au Liban. Et il faut rendre hommage au Liban et à la Syrie qui, à l'époque du génocide arménien, alors que la plupart des pays d'Occident ne disaient rien, alors que l'Allemagne était carrément complice, déjà l'Empire allemand aidait le régime jeune turc à perpétrer ce massacre, eh bien 2 pays arabes, le Liban et la Syrie, qui n'étaient pas encore autonomes officiellement, mais qui étaient déjà en train de préparer leur future indépendance, les populations arabophones, chrétiennes et musulmanes d'ailleurs, du Liban et de Syrie accueillir de manière très généreuse les populations arméniennes. Et on peut rendre hommage aussi à la ville de Marseille, qui accueillit énormément d'Arméniens. Et aujourd'hui, la grande partie des Arméniens en France, elle habite à Marseille, également à Alfortville, dans la région parisienne, dans la région lyonnaise, à Valence. Mais ces Arméniens, lorsqu'ils fuirent ce génocide, ils furent accueillis par 2 pays arabes, Liban et Syrie, mais aussi par la France. La France accueillit beaucoup d'Arméniens et ça explique la raison pour laquelle la France est particulièrement sensible à cette question. Et c'est pour ça que la ville de Marseille,
Quand vous êtes un Marseillais d'origine, en général, vous êtes arménophile parce qu'un Marseillais a toujours eu un copain arménien. Et à Marseille, il y a une conscience particulière du problème arménien, puisque les Arméniens qui sont arrivés à Marseille, eh bien, sont arrivés aussi avec ce bagage, c'est cette mémoire douloureuse, et ont réussi à sensibiliser leurs compatriotes à cette question extrêmement sensible, d'où la particulière, l'engagement particulier de personnalités politiques à Marseille comme Madame Boyer, dont il faut saluer le travail pour la reconnaissance du génocide arménien et la pénalisation du négationnisme qu'elle a essayé de faire adopter par une loi qui avait été adoptée au départ par l'Assemblée nationale, mais refusée en deuxième lecture au Sénat. Eh bien, on ne peut que saluer le travail de tous ceux qui essaient de continuer à aider les populations chrétiennes, assyro-chaldéennes, arméniennes de Turquie à ne pas laisser leur mémoire souillée, bafouée par cette propagande négationniste qui n'honore absolument pas le gouvernement turc, parce qu'une fois encore, le gouvernement turc actuel n'est pas le même régime que celui qui a commis le génocide des Arméniens, et finalement, il pourrait très bien laisser faire ceux qui en parlent sans mener cette propagande négationniste, puisque ce n'est pas le même régime qui est en place aujourd'hui. Merci.